La situation sécuritaire est sous contrôle des FAMA. Les populations sont rassurées et vaquent tranquillement à leurs occupations. Les terroristes poursuivent leurs demandes face à la montée en puissance des FAMA. Les responsables de la DIRPA étaient face à la presse pour la traditionnelle conférence de presse. Organisation parfaite des examens de fin d'année dans la région de Kidal. Une organisation réussie grâce à l'engagement des autorités de la transition et des acteurs de l'école. Moriba Keita nous donnera des détails dans ce 20h. La chronique santé s'intéresse à la fistule. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie due pour la plupart à un travail prolongé. Comment y parvenir? Des conseils des spécialistes en fin de journal avec Kumba Sissi. Voilà les titres. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par la lecture de deux communiqués importants du président de la transition. Avec moi en plateau, Ibrahima Traoré. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Awa, dites-moi Kamara. Et à vous. Oui, plutôt deux décrets présidentiels qui viennent de nous parvenir. D'abord, le décret numéro 20-24-03 à 84 PTRM du 28 juin 2024 portant création, mission, organisation et modalités de fonctionnement de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la Charte de la transition, vu la loi numéro 20-22-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la transition décrète. Chapitre 1 de la création et de la mission. Article 1er. Il est créé auprès du président de la transition, chef de l'État, une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Article 2. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourt à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Chapitre 2. De l'organisation et de la modalité de fonctionnement de la commission. Article 3. La commission comprend un président, un rapporteur général adjoint, des experts. Article 4. Le président, les rapporteurs et les experts sont nommés par décret du président de la transition. Article 5. Le président de la commission planifie, dirige et coordonne les activités de la commission. Article 6. Les rapporteurs tiennent les comptes rendus et les rapports des séances de travail de la commission et des différentes rencontres. Article 7. Les experts sont chargés, sous l'autorité du président de la commission, de l'élaboration des notes techniques, des documents d'information et de toute autre tâche particulière en lien avec la mission de la commission. Article 8. Dans le cadre de sa mission, la commission consulte les forces vives de la nation. Elle peut faire appel à des personnes ressources. Article 9. La commission fait un point d'étape tous les 15 jours ou, en cas de besoin, au président de la transition. À la fin de sa mission, qui n'excède pas 2 mois, la commission remet au président de la transition un rapport de fin de mission et l'avant-projet de la charte. Article 10. Les membres de la commission bénéficient d'indemnités et de primes forfaitaires fixées par décret du président de la transition. Article 11. Les dépenses liées au fonctionnement de la commission sont imputées au budget national. Elles sont exécutées par un régisseur nommé auprès du directeur administratif et financier du président de la transition. Article 12. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 28 juillet 2024, signé le président de la transition chef de l'État. Et cet autre décret, décret numéro 20-24-03-85 PTRM du 28 juin 2024, portant nomination des membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le président de la transition, chef de l'État,
vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 20-22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition décrète. Article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale en qualité de 1. Président, M. Ousmane Issoufi Maïga. 2. Rapporteur général, M. Boubacar Sow. 3. Rapporteur général adjoint, M. Abdoulaye Nantoumé. 4. Experts, M. Zeini Moulay, professeur Brima Elidiko, professeur Farouk Kamara, professeur M. Hamidou Magassa, Madame Aminata Draman Traoré, M. Sidi Mohamed Ould Chafa, M. Moussa Ag El Mokhtar, M. Zazé Norbert Dambélé, Madame Ishata Sahi, M. Oumar Bokar, M. Younoussa Touré, professeur Assetou Founé Samake, M. Jérémy, M. Jermi Koulibaly, M. Baba Dakono, M. Ali Tunkara, M. Alkali Abi Bakar Sissé, Madame Daïza Mint Salam, professeur Soumaïla Sanoko, professeur Oumar Kamara, M. Fakourou Sila, M. Ismaïla Samba Traoré, Madame Lala Azara Mint Touhani, M. Ataher Ag Iknan, M. Gaussou Drabo, M. Nti Laiko Traoré, Madame Mama Koité, M. Amadou Sango, M. Alassane Suleiman, Madame Quentin Marie-Thérèse Dansoko, M. Ibrahima Ndiaye, Madame Fatim Sidibé, Madame Zahara Alassane, Général Yamoussa Kamara, M. Célestin Dambélé, Général Gabriel Poudjougou, Général Ismaïla Sissé, Professeur Moussa Djiré, M. Ibrahima Soumano, M. Mamadou Djamoutani, M. Moulay Khalil Askofari, M. Abdel Diarra, M. Chekne Kamara, Professeur Mamadou Lamine Doumbia, Madame Nana Touré, Professeur Eloua Diarra, M. Abdoulaye Ag Zakaria. Article 2. Les charges afférentes à l'accomplissement de la mission de la Commission sont imputables au budget national. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 28 juin 2024, signé le président de la transition, chef de l'État, et Awa Ditma Kamara. Ce communiqué également du secrétaire général de la présidence de la République qui convie les personnalités nommées membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale en réunion de prise de contact le mercredi 3 juillet 2024 à 10h précise dans la salle Wakamisoko du Centre international de conférence de Bamako. À vous. Merci bien Ibrahima Traoré. Je vous amène directement à Koulouba. Devoir patriotique et de citoyenneté, le colonel Assimi Goïta a sacrifié ce lundi 1er juillet à la tradition, celle qui consiste à la montée des couleurs au palais présidentiel. La cérémonie s'est déroulée en présence de ses proches collaborateurs. Cet exercice, faut-il le souligner, est institué par le président de la transition depuis quelques mois. Il s'agit d'inculquer les notions de patriotisme pour le renouveau du Mali. Et vous le voyez sur ces images, le chef de l'État qui assiste à la montée des couleurs à Koulouba avec ses proches collaborateurs. Une tradition qu'il respecte ainsi. Voilà, montée des couleurs ce matin à Koulouba. Cela chaque premier lundi du mois. Président de la transition et ses proches collaborateurs pour
la traditionnelle montée des couleurs et même exercice à la primature où le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a présidé la traditionnelle montée des couleurs nationales. Cette activité, je vous le disais tantôt, se déroule le premier lundi de chaque mois. Elle s'inscrit dans le cadre de l'impulsion d'une dynamique citoyenne et d'une prise de conscience en vue de faire renaître les valeurs patriotiques. C'était en présence des membres du cabinet, des responsables des services rattachés à la primature, ainsi que du personnel. À l'unisson, le Premier ministre et l'ensemble du personnel ont entonné l'hymne national. La cérémonie de montée des couleurs, faut-il le rappeler, a été instituée par le colonel Assimi Goïta au lendemain de la rectification de la transition. Le Premier ministre et ses proches collaborateurs, la traditionnelle montée des couleurs. Nous restons dans l'agenda du Premier ministre qui a reçu en audience les responsables de l'industrie de valorisation énergétique des huiles usagées au Mali, promue par Global Technology and Industry of Mali. Leur unité est basée à Kita et est spécialisée dans la transformation des huiles usagées en gasoil. La délégation a sollicité l'appui du chef du gouvernement pour faciliter des partenariats stratégiques avec les services techniques de l'État. Je vous propose d'écouter Salah Boubacar Dawa, directeur général adjoint de GTIM, au micro de Mamari Kone et de Aliou Touré. Et c'est à la suite de la visite de son Excellence Monsieur le Premier ministre et du ministre de l'Environnement, de Monsieur le ministre de l'Environnement, lors de la quinzaine de l'environnement, à notre unité industrielle à Kita, l'unité dénommée GTIM. D'abord, c'était pour le remercier lui principalement, et remercier le ministre de l'Environnement pour cette visite et toutes les délégations qui étaient présentes. Parce que, comme on dit, c'est une unité qui existe depuis 10 ans, mais leur venue nous valorise beaucoup et nous pousse, nous, en tant que jeunes, en tant que Maliens, à se dire qu'on a eu raison de faire cette unité et qu'on a eu raison aussi de tenir. Parce que certes, nous avions des difficultés énormément. Quand nous étions venus à quinzaine, c'était une visite, mais cette fois-ci, d'exposer nos problèmes, de voir comment les solutionner avec l'aide de l'État, pour voir comment l'État va nous aider pour que, en réalité, ce que nous cherchons, une applicabilité de toutes les lois qui existent dans le cadre de la collecte, la gestion des produits dits dangereux, dont les huiles usagées que nous gérons. D'abord, il nous a remercié d'être venu, il nous a félicité par rapport à cette vision que nous avons eue, par rapport à ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Et tout le monde voit que c'est au-delà de nous en tant que privés, ça va profiter à l'État et aux populations. Il nous a promis de nous aider, de faire respecter à travers les différents ministères, les différents démembrements, d'avoir d'autres rencontres pour les sensibiliser, les acteurs, sensibiliser tout le monde par rapport au respect des réglementations. La première session spéciale de la Cour d'assises de Bamako a démarré ce matin et va durer 2 mois. 51 affaires sont inscrites au rôle et parmi lesquelles les dossiers des aéroports, de l'EDM et bien d'autres. 181 personnes, dont 15 femmes, sont accusées. Les précisions de Garibou Pérou. À la cour d'appel de Bamako, les proches des victimes et accusés attendent l'ouverture de la session spéciale. Dans une salle spécialement aménagée arrive le premier président de la cour d'appel de Bamako, accompagné par les magistrats. Le procureur général pénètre au cœur des dossiers et propose les délibérations les plus adaptées. Le parquet général, convaincu que les faibles punitions favorisent la récidive et ne consolident pas la rupture avec les mauvaises pratiques, souhaite, dans le cadre de cette session, et même au-delà, que la Cour fasse application rigoureuse et efficiente du principe de la proportionnalité des peines par rapport à la gravité des faits, en prononçant contre les délinquants économiques et financiers, outre des peines rigoureuses privatives de liberté, des amendes fortes, afin de dépouiller légalement, légitimement et surtout réellement les délinquants au col blanc du produit et des fruits de leurs actes. Oui, Monsieur le Président, le détournement des milliards de nos francs au détriment de l'État constitue une forme de terrorisme économique et financier
contre lequel nous devons ouvrir le front. Terrorisme économique et financier, une paralysie de développement. L'ordre des avocats rappelle les principes fondamentaux et plaide la fin des dénonciations. La dénonciation des crimes ne suffit plus. D'après le brillant procureur Arizo Maïga, je cite, « Le spectacle enivrant de la détention ne suffit plus. Il faut des résultats, donc des dossiers instruits et des jugements. C'est à cette seule condition que tous les torts seront réparés. Les délinquants seront condamnés, les innocents acquittés et les trésors publics dédommagés. » Fin de citation. Le combat contre la corruption et la délinquance financière est une lutte de longue haleine qui ne se gagnera que par la constance dans l'effort, mais aussi et surtout dans le respect des droits de chacun, droit de la défense, présomption d'innocence. Loin d'une simple représentation, la lutte contre la corruption et la délinquance financière est une exigence sociale. Le train de cette lutte a donc démarré. C'est la raison pour laquelle il est impossible d'effectuer une marche à reculons. Cette session porte à son rôle 51 affaires, impliquant 181 accusés. Monsieur le procureur général, mesdames et messieurs, les infractions d'atteinte aux biens publics, de soustraction des biens dans le secteur privé, de corruption, de faux usage des faux, de favoritisme sont les plus nombreuses. Malgré la gravité des infractions inscrites au rôle, les affaires doivent être examinées dans le strict respect des principes légaux qui sont la présomption d'innocence reconnue à tout accusé aussi longtemps qu'il n'aura pas été déclaré coupable. Vos décisions doivent porter le sceau de la sincérité, de la rigueur, de l'intégrité, ne devant laisser transparaître les moindres signes d'un parti pris. Le premier dossier de la session spéciale est une infraction de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie. Et le dernier inscrit au rôle une infraction d'atteinte aux biens publics et complicité, faux et usage de faux. Cette session est une réponse aux atteintes graves à l'ordre social. Tous des magistrats professionnels, ils vont décider du sort des 181 accusés impliqués dans 51 affaires inscrites au rôle de cette session spéciale qui dure 2 mois. Et nous restons à la cour d'appel de Bamako où 5 noteurs, dont 2 dames, ont prêté serment le mercredi dernier. Cette cérémonie de prestation de serment a eu lieu conformément à l'éthique et la déontologie de la profession de notaire. Ils ont juré devant la cour de remplir fidèlement leurs fonctions avec exactitude et probité. Les membres de la Cour ont prodigué des conseils aux récipiendaires avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. C'était en présence du bureau de l'ordre des notaires, des familles et proches des récipiendaires. Je l'évoquais dans les titres, l'armée monte en puissance. Elle dispose de moyens adéquats pour accomplir sa mission régalienne de défense du territoire et de sécurisation des populations et de leurs biens. Aujourd'hui, les groupes armés terroristes sont en débandade et l'armée contrôle l'ensemble du pays. Les responsables de la DIRPA étaient face à la presse pour la traditionnelle conférence de presse et c'était en présence de Aridou Matina. Sur le théâtre des opérations, le mois de juin a été plus calme par rapport au mois de mai. Même si les groupes armés terroristes s'adonnent à des attaques aux engins explosifs improvisés. L'utilisation d'engins explosifs improvisés par les groupes armés terroristes dénote à suffisance de leur incapacité à narguer frontalement les forces armées maliennes. Et depuis 4 mois, les forces armées maliennes ont changé de paradigme dans les opérations et sont en train d'être plus que jamais actives sur les différents théâtres d'opérations qui ont permis de mettre les groupes armés terroristes en débandade. Appuyés par des moyens techniques, les FAMA ont intensifié des opérations de recherche, de neutralisation des groupes armés terroristes sur les différents théâtres. Sur le théâtre centre, le 2 juin 2024, vers 5 heures, un groupe armé a dynamité le pont reliant Nyuno aux différents villages entre Signé, Nidola, Kala et Nampala,
situé au sud-est de Nyono. Ils veulent empêcher le mouvement Fama dans cette zone et surtout à l'approche de l'hivernage. Effectivement, c'est pour empêcher la population, les paysans, à vaguer à leurs occupations habituelles. Le 27 juin 2024, le checkpoint sur la route d'Andraboukan a fait l'objet d'une attaque terroriste. Cette attaque a été repoussée et plusieurs terroristes neutralisés par les FAMA. Sur le théâtre sud, le 10 juin, la brigade territoriale et la gare de Toukoto ont fait l'objet d'une attaque terroriste et la poursuite a été engagée pour neutraliser les GAT ayant fait l'objet de cette attaque. La situation sécuritaire du mois de juin a été marquée par des exactions contre la population civile avec des paiements de zakat, des assassinats et des enlèvements de personnes et de bétail. Les attaques directes contre les FAMA, qu'elles soient sur leur position ou en mouvement, ont beaucoup diminué. En plus de la situation sécuritaire, le conférencier a fait le point des différentes activités menées durant le mois de juin par le département de la Défense et des anciens combattants, ainsi que l'état-major général des armées, avant d'apporter des éclairages aux questions posées par la presse. Les FAMA sont plus que jamais déterminés à lutter contre les forces du mal et s'engagent à laisser au peuple malien un territoire libre de tout groupe armé terroriste, a souligné le dit conférencier. Les œuvres sociales du président de la transition se poursuivent. Les villages de Sebougou dans le cercle de Ségou et Tissala, cercle de Baraouli, viennent de recevoir leur système hydraulique. Le geste consiste à améliorer le cadre de vie des populations. C'est en présence de Fousséni Samaké et de Issaba. La réalisation du château d'eau à Sebougou dans le cercle de Ségou témoigne la volonté du président de la transition d'améliorer le cadre de vie des populations. En recevant cette infrastructure, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. L'eau est source de vie, dit-on. En nous donnant de l'eau potable, le président Assimi Goïta allège nos souffrances. Nous ne pouvons que le remercier pour ce geste humanitaire. Le village de Tissala, dans l'arrondissement de Sanando, a aussi bénéficié d'un château d'eau des œuvres sociales du président de la transition. Nous remercions le président Assimi Goïta car ce château nous permettra d'avoir de l'eau potable. On ne peut que soutenir la transition car Assimi est sur la bonne voie. L'amélioration des conditions d'hygiène, de santé, d'accès à l'eau potable fait partie des priorités du président de la transition. Vu l'accueil que les populations nous réservent, pour accueillir ce forage, ça veut dire qu'on est venu à point nommé. Le président de la transition n'a en tête que apporter le bonheur au peuple malien à travers les œuvres sociales. On dit partout où on passe comment les œuvres sociales ont été instituées. On appelle les bénéficiaires à prendre soin de ces forages. Le président de la transition sait que la demande en eau potable est cruciale sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est pour cela que nous sommes dans une vaste opération d'inauguration de forages sur toute l'étendue du Mali. La réalisation du château d'eau de Sebougou, comme celui de Tissala, rallonge la liste des actions menées dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition au Mali. Le besoin se fait sentir. Vous vous rappelez certainement, le président de la transition a posé la semaine dernière la première pierre de la future université de Sikasso. En attendant la fin des travaux, les 113 étudiants de la nouvelle université ont débuté ce matin les activités pédagogiques dans la filière technologie alimentaire de l'industrie universitaire pour le développement rural. La gouverneure de Sikasso, à la tête d'une forte délégation, est allée sur le site pour constater de visu l'effectivité du démarrage. Le compte-rendu de Sekou Konaté et de Souleymane Bamba. Pour ce démarrage des activités pédagogiques de l'université de Sikasso, qui intervient une semaine seulement après la pose de la première pierre des locaux par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta à Gongasso, c'est la filière technologie alimentaire de l'Institut universitaire du développement rural qui donne le ton ici, dans les locaux de l'ancien conseil de cercle. Une étape fondamentale qui voit un rêve devenir réalité.
Nous sommes très contents pour ça parce que c'est quelque chose que nous le souhaitons depuis des années. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de voir l'opérationnalisation de cet institut à Sikasso. Pour cette première année, ils sont 113 étudiants, dont 24 filles, à donner l'envol de l'université de Sikasso. C'est un institut qui délivre une licence pro, une licence professionnelle. Donc ça permet aux étudiants de se prendre automatiquement en charge après leurs études. En fait, ils auront un peu d'études d'entrepreneuriat et les compétences qu'ils ont acquises les permettent donc de se prendre en charge, de faire leur entreprise eux-mêmes. Et c'est un gouverneur satisfait de ce démarrage qui rassure que dans une synergie d'action, tout sera mis en œuvre pour offrir des conditions optimales d'études. Sikasso est une région agro-silvo-pastorale et ce n'est pas pour rien que l'université commence par cette filière, la technologie alimentaire. Compte tenu de tous nos produits qui ne sont pas transformés. Les regards sont désormais braqués sur le chantier de Gongasso pour le respect strict des délais contractuels. Les examens de fin d'année se sont déroulés cette année à Kidal sans difficulté majeure. Cela s'explique par l'engagement des autorités de la transition et des acteurs de l'école dans la 8e région administrative du Mali. On en sait davantage avec Moriba Keïta. L'année scolaire 2023-2024 à 8e région a tenu toutes ses promesses. Une promesse à l'actif des autorités administratives et des acteurs de l'éducation et leurs partenaires. Cependant, force est de reconnaître qu'elle a été particulièrement perturbée et secouée dans la région de Kidal du fait des événements de reconquête qui, de par leur mouvement, avaient fait déplacer beaucoup de populations hors de leur lieu d'habitation. Donc les écoles du coup se sont trouvées un peu vidées de leurs effectifs puisque les parents s'en iront toujours avec leurs enfants. Et à l'installation du gouverneur, des appels au retour et des contributions des leaders communautaires et des collectivités et nous de l'administration scolaire à travers nos structures déconcentrées et nos partenaires que sont les CGS. Ces appels ont pu faire venir beaucoup d'enfants et les écoles ont commencé réellement à fonctionner. On peut dire que ça va, à moitié, mais l'école a besoin de bons partenaires, l'école a besoin de bons enseignants, l'école a besoin d'être suivie. Grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs de la région de Kidal, le retour des FAMA et de l'administration, les examens de fin d'année se sont bien déroulés pour la première fois sans ingérence des forces du mal. Le gouverneur, à son arrivée, l'éducation a été le premier secteur qu'il a visité et là, il avait pris l'engagement ce jour de faire en sorte que le personnel enseignant en abandon de poste puisse se regagner. Et depuis, des initiatives et des actes ont été posés. Nous devons saluer l'effort des enseignants volontaires qui, depuis 2016, continuent d'apporter à l'école, notamment à Kidal, leur concours. Et c'est bien sûr avec eux que nous avons pu terminer l'année scolaire. Les maires et toutes les autorités de la région sont bien satisfaites, n'est-ce pas, du déroulement de l'année scolaire cette année quand même à Kidal. Un déroulement qui s'est achevé avec la réalisation de tous les examens, depuis les DEF jusqu'au baccalauréat. Les enseignants, on en a besoin. Les équipements, il faut les renouveler. Il y a toutes les difficultés qui vont avec, n'est-ce pas, une situation de crise. Mais malgré tout ça, quand même, chacun a mis du sien. Les regards sont désormais déjà tournés vers l'année scolaire 2024-2025 dans la région de Kidal, dans un Mali apaisé. Retour à Bamako, quelques jours après la clôture de la 2e édition de la Semaine du numérique. La question du numérique suscite encore des discussions. Cette fois-ci, les débats se déroulent à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Les étudiants pour la clôture de l'année ont discuté avec des panélistes sur l'impact des réseaux sociaux. Benoro Fofana et Oumar Traoré nous en disent plus. Le numérique, une manne d'opportunités pour la jeune génération de journalistes. Et cela devient une réalité lorsqu'il est exploité à bon escient. En organisant la 4e édition de la journée de l'étudiant en journalisme et communication, l'administration de l'École supérieure de journalisme et des sciences de communication met un accent sur le numérique.
Cette initiative vise à susciter chez les apprenants l'utilisation du numérique et d'éviter les dangers liés à ce domaine. Le journalisme à l'aide du numérique, c'est tout simplement en rapport avec le fait que le métier subit des mutations. Le journalisme a été affecté par l'arrivée du numérique qui a vraiment transformé le métier et aussi les opportunités, les défis, entre autres les perspectives. Aujourd'hui, le numérique a tout changé. C'est pour ça que je dis, vous avez de la chance. Alors il faut en profiter. La conférence débat initiée dans le cadre de la dite journée a porté sur le thème « Le journalisme à l'heure du numérique. Opportunités, défis et perspectives ». Les discussions ont permis aux étudiants de cerner les intérêts liés au numérique. Le numérique est le seul secteur aujourd'hui qui donne la même opportunité à tout le monde. Comme je viens de le dire, c'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire que l'on sensibilise les uns les autres, que l'on échange sur l'importance, la nécessité, l'opportunité, les défis et les perspectives de ce secteur-là qui est le numérique. Les défis à relever aujourd'hui sur le numérique est de lutter contre la propagation des fausses informations et des informations trompeuses. Surtout, nous sommes dans un contexte de crise au Mali où on est confronté à une guerre asymétrique qu'on appelle le terrorisme. J'ai compris les opportunités liées au numérique dans l'exercice du métier de journaliste. Nous remercions l'administration. Ce genre d'initiative est salutaire. Le slam, la chorégraphie et le sketch ont constitué les autres activités phares de la journée de l'étudiant en journalisme et communication. 100 millions de francs CFA, c'est la valeur de vivres distribuée aux populations déplacées internes et d'autres ménages dans la région de Menaka. Le geste est de Save the Children. La cérémonie était présidée par le chef de l'exécutif régional et plusieurs personnalités venues témoigner leur gratitude. Le reportage de Mohamed Lamine Maïga avec la voix de Fademba Keïta. Ils sont 1000 ménages, soit un minimum de 6 individus par ménage, à bénéficier de cet appui. Chaque famille reçoit 50 kg de riz, autant de mil, du spaghetti, de l'huile, du lait et du sucre. Les 1000 ménages qui seront assistés aujourd'hui sont composés des personnes déplacées internes. Le chef de l'exécutif régional apprécie le geste de l'ONG. Nous devons continuer dans cette dynamique de transparence et de visibilité, et que la population doit savoir que les acteurs humanitaires sont là pour eux, que le respect doit être le maître mot, tout ce qui est menace et autres là, que ça doit cesser, parce que les menaces seront sanctionnées avec la rigueur de la loi, et penser à atteindre les cibles, les vrais vulnérables, ceux qui sont réellement dans les besoins d'aide humanitaire, faire de sorte que c'est eux qui soient les bénéficiaires. Tous les services techniques de la 10e région, notamment le service de développement social, félicitent l'ONG et les autorités pour leur accompagnement. Pour atténuer les conséquences des crises qui ont secoué les populations des régions du Mali, le ministère en charge de la réconciliation nationale entend mettre en œuvre un projet dénommé Malidenko. Pour sa conception et son appropriation par les parties prenantes, l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Tombouctou a tenu un cadre de consultation qui a regroupé les différentes cibles du projet. On en sait plus avec Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Cette consultation régionale menée par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Tombouctou se tient dans le cadre du projet Malidenko. Elle a mobilisé l'ensemble des couches socio-professionnelles et services techniques déconcentrés dans le seul but de recueillir leurs attentes pour mieux concevoir le projet de résilience communautaire et de rentabilisation de l'accès aux services essentiels au Mali. Cet atelier vise à toucher les communautés à tous les niveaux pour que avec eux et pour eux nous mettons les bases de ce nouveau projet que les plus hautes autorités de la transition ont appelé projet Malidenko. Après présentation détaillée du projet, les parties prenantes ont exprimé leur impression et attentes en faveur de leur communauté avant de saluer cette démarche du ministère de la Réconciliation nationale. Cette fois-ci, ce projet, ce sont les communautés. Les responsables de communauté, les couches sociales,
toutes les composantes qui se retrouvent pour, en tout cas, dire alors ce qu'il faut pour vraiment leur communauté. Ce n'est pas dicté d'ailleurs, mais c'est à nous de dire vraiment nos besoins. Je peux considérer ce projet comme une réparation après une crise qui date de combien d'années. Je suis impressionnée, je suis très contente. Nous espérons, au cours des travaux, sortiront des propositions qui répondront, Inch'Allah, aux aspirations profondes de la population de la région de Tombouctou. Nous espérons que ce nouveau projet, Mali Denko, apportera, si vous voulez bien, une grande amélioration dans la fourniture des services sociaux de base aux populations de la région de Tombouctou. À l'image de Tombouctou, ces mêmes consultations se déroulent dans les régions de Kayes, Nara et Kidal. La SNV et ses partenaires dans le cadre du projet Stamp Plus offrent désormais une solution digitale centralisée au centre d'appel à Grabala. Ce service financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas permet aux éleveurs et agropasteurs de mieux prévoir leurs déplacements. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a présidé l'ouverture d'une rencontre sur la question. C'était en présence de Samba Sanogo. La journée d'échange et de partage de connaissances a pour thème central effet de la digitalisation sur la rentabilité et la pérennisation des productions agricoles et pastorales. Cette initiative lancée par la SNV et ses partenaires met en avant le projet Stamp Plus, une solution digitale destinée aux pasteurs et agropasteurs. Nous avons un dispositif au niveau de Orange. On fait la collecte des données sur le terrain par rapport au prix sur le marché, à la biomasse. Nous avons des conseils en matière de pastoralisme et en matière d'agriculture et aussi les informations par rapport à la météo. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a salué l'importance de ce projet pour le Mali. Ce projet Stamp Plus Garbal est très important pour nos pasteurs et agropasteurs, pour la simple raison qu'il peut les guider pour savoir où sont les pâturages, là où l'eau est disponible et les marchés pour la vente. Donc c'est vraiment un projet très important. Nous sommes vraiment très contents de cette initiative et de ce projet. Et nous souhaitons vraiment vivement la pérennisation de ce projet et le financement de la campagne qui vient. Ça fait plus de 4 ans que nous utilisons le service Garbal. Il suffit qu'on compose le numéro du service client pour connaître l'état du marché. Et grâce à ça, on a fait moins de dépenses. Le projet couvre les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Menaka, Mopti pour le nord et le centre du pays, ainsi que les cercles de Kadiolo, Yorosso, Bla, Kouchala, San et Tominian pour la zone sud. Le projet Stamp Plus prendra fin en décembre 2024. 10 milliards de francs CFA, c'est le coût de la phase 6 du projet Kisili ou Sauver la vie. Ce projet est initié par l'USAID à travers Catholic Relief Service. Le projet Kisili ou Sauver la vie va apporter une assistance multisectorielle à plus de 70 000 personnes de certaines régions comme Taoudeni, Menaka, Nara, Tombouctou et Kidal. Les explications de Batraouri. Le projet Kisili 6 ou réponse rapide d'assistance aux populations nouvellement déplacées se présente comme une opportunité de préserver les acquis de Kisili 5. Catholic Relief Service à travers la phase 6 de Kisili ou Sauver la vie va fournir une assistance multisectorielle à plus de 70 000 personnes pour un budget global de 10 milliards de francs CFA en 2 ans. Le projet Kisili 6, comme pour les 5 premières phases, c'est un projet de réponse aux urgences, surtout en appui aux déplacés internes. Donc nous leur fournissons les abris, une assistance en matière de sécurité alimentaire, les kits d'hygiène, d'eau et d'assainissement. La particularité de la nouvelle phase de Kisili 6 est la rapidité dans le mécanisme de prise en charge, car selon les responsables du projet, les populations cibles recevront une assistance 17 jours seulement après la validation de l'alerte. Le pays aujourd'hui connaît des moments difficiles et on a beaucoup de nos concitoyens qui sont obligés de quitter leur localité
dans l'urgence sans aucun moyen de subsistance. Alors le gouvernement du Mali avec ses partenaires trouve des moyens pour donner une subsistance, un moyen de vie dans la dignité à ces populations déplacées. Le projet sera exécuté pendant 2 ans dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni, Menaka, Mopti, Ségou et Nara. Il y a 26 ans que disparaissait Maître Alioune Blondin-Beye, ancien diplomate malien. Hommage lui est rendu par le club qui porte son nom à travers plusieurs activités. Le thème retenu est la diplomatie de Maître Alioune Blondin-Beye. Peut-elle être une solution pour la situation actuelle du pays? Les précisions de Fadema Keïta. La perte d'un repère, d'un digne fils comme l'a été Alioune Blondin-Beye doit être commémorée tous les ans. C'est l'exercice auquel se livre le club Alioune Blondin-Beye le 26 juin de chaque année. La date marque la disparition de ce diplomate malien pendant qu'il était au service des Nations Unies. La diplomatie de Maître Alioune Blondin-Beye peut-elle être une solution pour la situation actuelle du pays? Thème de conférence de ce 26e anniversaire et les autres activités exécutées ou en cours immortalisent ce digne fils d'Afrique. Et cette année, nous avons jugé nécessaire d'organiser, vu l'état actuel du pays, de façon simple, une conférence de débat, un match de football féminin entre 2 équipes féminines qui sera organisé le soir, Inch'Allah. Blondin est né à Baflebé. Il était inspecteur de police, très brillant. Il est parti à Dijon, à l'université. Il est sorti avec son doctorat en droit international. Et finalement, il est retourné à Dijon, enseigner à l'université. Les séances de lecture de Coran en sa mémoire et de recueillement sur la tombe de l'Église disparue sont aussi autre temps fort de cette cérémonie. L'association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile siège désormais à Mouribabougou, non loin du commissariat de police dans la région de Koulikoro. Le siège a été inauguré par un cadre d'échange sur la toxicomanie. L'activité entre dans la commémoration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. Le compte-rendu de Awa Adamon Koulibaly et de Abdoulaye Diarra. La première bouffée, c'est déjà la bouffée de trop. La consommation de la drogue est aujourd'hui un fléau universel. Aucun adolescent ou jeune n'est à l'abri car les produits sont à portée de main. Des stimulants aux opiacés en passant par le cannabis et les hallucinogènes. Informer, sensibiliser et accompagner sont les outils adoptés par l'Association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile ATOFJU pour réduire les risques de consommation abusive de la drogue. Notre perspective, c'est de réduire de façon maximale la consommation de la drogue par les jeunes et les femmes. On veut aussi accompagner les toxicodépendants parce qu'aujourd'hui, les recherches ont montré qu'on ne doit pas réprimer un consommateur de drogue. On doit l'accompagner. Chaque jour, nous voyons de plus en plus les dégâts causés quand même par la drogue. Au niveau des structures, de plus en plus, les jeunes s'adonnent à cela et il faudrait quand même mettre fin à cela. Sinon, les jeunes qui sont l'avenir de demain, si déjà ils sont atteints sur le plan sanitaire, sur le plan social, c'est pas bon pour le pays. Pour venir à bout de ces substances nuisibles, compromettant l'avenir de la jeunesse, l'apport de chacun est nécessaire. La population de Mouribabougou est prête à jouer sa partition auprès de l'association, sa dorénavante voisine. C'est un fléau vraiment qui touche énormément à cette jeunesse aujourd'hui. Maintenant, si on a un appui qui vient nous renforcer, vraiment on ne peut que souhaiter la bienvenue et on restera vraiment à leur côté, les accompagner. C'est notre lutte qu'elle est en train de faire, donc on va les décorer. Pas plus tard que le vendredi passé, 60 tonnes de produits illicites ont été réduites en cendres par les autorités. Mais le combat reste rude pour garantir aux jeunes un corps sain pour un développement sain. Tenue de la conférence nationale de l'association des fonctionnaires retraités de la police. Au menu de la rencontre, la présentation du bilan des activités, la relecture des statuts et règlements intérieurs et enfin l'élection du nouveau bureau exécutif. Le reportage de Mohamed Sangari.
Fondée sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide, l'association des fonctionnaires et retraités de la police nationale réunie en conférence nationale a présenté en premier lieu les activités menées par le bureau exécutif au cours des dernières années. Je tiens à rendre un vibrant hommage à votre association qui a traversé le temps sans prendre une seule ride au constat. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous restez unis, solidaires et pleins d'entrain pour donner un sens à cette vie de retraité. Pendant 2 jours, les délégués des régions et du district de Bamako ont révisé les textes pour redynamiser l'association. Les membres ont également renouvelé leur conseil d'administration. L'inspecteur général Namakoro Diarra a été reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Je m'efforcerai de continuer à mériter et à renforcer la confiance que vous venez de me renouveler et je placerai mon mandat sous le signe de la continuité et de la poursuite de la consolidation de l'entraide entre les membres de l'association. Je voudrais saluer ici la pertinence de vos doléances et vous rassurer que des voies et moyens seront entrepris pour apporter une satisfaction à hauteur de souhait. Après relecture des textes, l'association a été renommée l'Association des militaires et retraités de la police nationale. Le bal de costumes traditionnel organisé par l'ORTM le samedi dernier au CICB a été un succès, non seulement grâce à la richesse culturelle des tenues et des danses, mais aussi grâce à l'excellent travail de l'entreprise Macroas, chargée de l'assainissement des lieux. Retour sur une soirée mémorable où propriété et tradition ont fait bon ménage avec Agibou Koulibaly et Adaman Kamara. L'ORTM a une fois de plus rassemblé les passionnés de la culture traditionnelle lors d'un bal de costumes qui s'est tenu ce week-end au CICB. Entre la diversité des costumes, les mélodies agréables et les danses et mets traditionnels, cet événement a été une célébration vivante de notre patrimoine. Mais derrière les festivités, une haute équipe travaillait dans l'ombre pour assurer la propreté des lieux. Macroast. Grâce à son intervention, les lieux sont restés propres du début à la fin de la soirée. J'ai passé une soirée merveilleuse. Les costumes étaient magnifiques et l'ambiance était géniale. Je suis très impressionné par la propreté des lieux. Cela fait plaisir de voir que tout le monde a respecté l'environnement. Ce bal était une occasion unique de célébrer notre tradition. Je suis heureux de constater que l'ORTM et Macroest ont pris des mesures pour assurer que les lieux restent propres. Cela montre un réel engagement envers notre communauté. Pour le superviseur de l'équipe de ramassage des déchets, coordonner une équipe pour un événement de cette envergure est un défi. Leur travail aujourd'hui, ça consiste à sillonner l'esplanade et à voir les déchets, les plastiques, les bidons vides et autres, à les ramasser pour les mettre dans les poubelles. Donc moi, je vais à ce qu'ils puissent faire le tour comme ça se doit, leur donner des consignes, superviser comment ils sont en train de travailler afin de s'assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est la soirée culturelle du Mali. Donc c'est la raison pour laquelle on a vu que la santé ne peut pas être conquise sans la propriété. Donc nous sommes une compagnie entreprise environnementale en partenariat avec l'ORTM. Donc nous aussi on a décidé de venir ici pour être sûr que tous les gens qui quittent leur maison pour venir ici célébrer la culture malienne. Le bal de costumes traditionnel de l'ORTM a été une soirée reçue à tous égards. La propreté exemplaire assurée par Macroast a permis à tous les participants de profiter pleinement de l'événement. Cet engagement pour un environnement propre montre que tradition et modernité peuvent cohabiter harmonieusement, offrant ainsi une expérience enrichissante pour tous. Une belle leçon pour l'avenir de nos célébrations culturelles.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali contribue à la promotion des innovations issues des recherches scientifiques dans le domaine médical. L'événement qui regroupe des médecins du Mali a débuté ses travaux à Ségou. Des échanges d'expériences et la publication des résultats de recherche sont au menu de ces journées scientifiques. Les détails avec Honoré Tchenou et Bakary Traori. Rôle du personnel soignant dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, c'est le thème central de cette 7e édition des journées scientifiques à Ségou. À travers cette journée, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali contribue à la promotion des innovations des recherches scientifiques dans le domaine médical. Des panels de haut niveau et partage des travaux de recherche sont au programme. Avec l'avancée des recherches, il est bon que nous, les pays du Sud, partageons nos résultats et que nous prouvons aux autres communautés scientifiques que nous avons mûri, que nous sommes autonomes, que nous pouvons vraiment prendre en charge notre destin. Ce congrès, si j'ose l'appeler comme ça, n'est pas seulement une occasion d'apprendre, mais aussi un forum pour échanger des idées, des expériences, des perspectives qui enrichiront notre compréhension commune des faits et qui amélioreront nos pratiques de tous les jours. Les échanges permettent aux chercheurs de publier des différents résultats. Un rapport général est élaboré et assorti des recommandations. Une initiative pour assurer la souveraineté sanitaire au Mali. Le droit de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a assez appris de l'extérieur. Il faut que nous voyons à l'intérieur, dans nos pays, il y a des réalités propres à nous. Et lorsqu'on les soigne une fois, deux fois, nous pouvons parvenir à des conclusions différentes, même souvent, des conclusions qui se trouvent dans nos livres. Le contexte que nous avons vécu ces 12 dernières années a été suffisamment évoqué. Je remercie le Conseil régional d'ordre des médecins de Ségou et ses différents partenaires qui ont organisé le présent événement. En plus du thème central de ces journées, 6 communications qui constituent des sous-thèmes. Les pathologies chroniques, la prescription rationnelle des médicaments, les pathologies malignes et hématologie de l'enfant, entre autres. Dans le rendez-vous santé de ce soir, Koumba Sissé nous parle de la maladie de la honte parce qu'elle provoque l'incontinence urinaire. Il s'agit de la fistule obstétricale. Ce mal est l'une des conséquences graves d'un accouchement compliqué. Le seul traitement possible est l'intervention chirurgicale. Si une seule intervention suffit pour certaines, d'autres vont jusqu'à 20 interventions. Ces femmes qui ont la perte permanente de l'urine sont prises en charge au centre Oasis au Point G. Dans Focus Santé, Koumba Sissé nous amène à la rencontre de ces femmes et de leurs médecins traitants suivants. La perte permanente d'urine, autrement appelée la fistule obstétricale ou maladie honteuse, coupe le sommeil à beaucoup de femmes victimes de cette maladie. Certaines fistuleuses sont rejetées par leur mari et d'autres par leurs proches. Ce mal survient très généralement après un accouchement difficile, surtout chez les femmes précocement mariées. Cet accouchement va se terminer le plus souvent par déjà la perte de l'enfant et la femme qui va être atteinte de cette maladie parce qu'il y a un trou entre la vessie et les voies génitales, ce qui fait qu'elle n'arrive plus à retenir les urines. Parce qu'on appelle obstétrical quand ça survient après un accouchement difficile. Si l'enfant est plus gros, l'accouchement peut être difficile. Si la femme elle est immature pour l'accouchement, ça peut rendre l'accouchement difficile. Lorsqu'elle a un bassin qui est étroit, l'accouchement peut être difficile. Lorsque la femme même est dénutrie, l'accouchement peut être difficile. Lorsque l'accouchement n'est pas assisté par un personnel médical, elle peut se passer difficilement. En général, on prévoit un accouchement difficile. Lorsque la femme tombe enceinte, et qu'elle réalise les consultations prénatales, à la fin de l'accouchement, le médecin peut déjà déterminer si cet accouchement va être facile ou difficile.
Pour redonner le sourire à toutes les victimes, le centre Oasis a été créé à l'hôpital du Point G par le gouvernement. Les patientes y sont hébergées tout au long de leur traitement. Ce dernier est uniquement basé sur l'intervention chirurgicale. Souvent, on peut opérer la femme 3 fois, 4 fois, 5 fois, des fois même 20 fois. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, qu'on a opéré plus de 20 fois. Malgré tout ça, elles ne sont pas encore guéries. Elles sont dans le centre. Et il y a celles qui ont la chance, une seule intervention suffit et elles guérissent. Actuellement, vraiment, on est à 98% de guérison des femmes victimes de la fistule vaginale. Toutes les nouvelles fistuleuses qui sont venues, Dieu merci, on a pu les guérir. Pour preuve, après 5 interventions, une des fistuleuses a retrouvé sa santé et vient même de donner naissance à une magnifique princesse. Avec Dr Samasekou, je n'ai pas eu de difficultés liées au traitement. Quand je ne suis pas d'humeur, elle m'apaise. J'ai passé 2 années ici. Dieu merci, je suis guérie et je viens d'accoucher. Mon mari a souhaité que notre bébé porte le nom de Dr Aïssata Samasekou. J'ai contracté cette maladie lors de mon premier accouchement, où j'ai fait 3 jours de travail. Quand j'étais sur la table d'accoucher, j'attendais dans les coulisses certaines personnes dire que le bébé n'était pas en vie. Et heureux pour elle d'avoir retrouvé sa vie sexuelle. Si toutes les femmes victimes de la fistule avaient la même chance qu'elle, je pense que nous ne serons pas là aujourd'hui. Vraiment, je suis très heureuse et surtout que l'enfant portera mon nom. Vraiment, merci. Félicitations. Merci. Une autre jeune femme âgée de moins de 20 ans est venue de l'intérieur du pays. Elle a déjà subi sa première intervention chirurgicale. J'ai fait 3 jours de travail sans accoucher. C'est juste vers le petit soir du 3e jour que j'ai accouché. Non seulement j'ai perdu mon bébé, mais aussi j'ai contracté la fistule obstétricale. J'ai été transférée au Point G et j'ai suivi la première opération. Au centre Oasis, les femmes fistuleuses mènent de petites activités génératrices de revenus pour subvenir à certains besoins. Dès le départ, le centre était un lieu de prise en charge. Mais au fil du temps, elles ont constaté que les femmes qui ne guérissent pas, donc quand elles partent à la maison, elles sont stigmatisées et tout ça. Donc elles ont préféré de rester dans le centre. Donc elles ont des enfants, souvent des enfants adoptés. Donc ils ont décidé de faire des activités génératrices de revenus à travers la savonnerie, la lessive, le blanchissement des habits, la couture et la teinture. Éviter le mariage précoce et faire suivre la grossesse jusqu'à l'accouchement dans une structure de santé, ce sont quelques conseils donnés par les médecins traitants pour que les femmes, en donnant la vie, puissent être à l'abri de cette maladie honteuse. Voilà, Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé. C'est la fin de cette édition. Grand merci à nos téléspectateurs de Neuro. Bonsoir.